Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 3 juin et à la une de cette édition, depuis quelques jours, les personnels du dispensaire de Kahani exercent leur droit de retrait. En effet, ils en ont assez de travailler dans des conditions de sécurité ne leur permettant pas de prendre les malades en charge dans de bonnes conditions. Le chef de service du dispensaire, par ailleurs secrétaire général du syndicat des praticiens hospitaliers de Mayotte, dénonce ces conditions qui, depuis le 24 avril, sont devenues insupportables. Ce matin, nous recevions deux professionnels de santé qui ont fait part de leur désarroi. Au montage, Leslie Vumenet. Au dispensaire de Kahani, personnel comme patients sont logés à la même enseigne. Tous subissent au quotidien agressions, caillassages et autres raquettes. Aujourd'hui, les professionnels disent stop et exercent leur droit de retrait. Là, en ce moment, on est toujours en droit de retrait. Ça fait presque une semaine. Et là, au niveau de notre direction, elle a un peu bougé. Mais parce que là, l'insécurité à Kahani, c'est pas seulement en ce moment. Mais ça dure. Depuis que Kahani a ouvert, il y a toujours l'insécurité, ça existe toujours. Et là, en ce moment, ça a dépassé parce que Kahani, on n'a jamais fait un droit de retrait. La direction assure qu'elle soutient les personnels qui, aujourd'hui, sont entravés dans leur travail au point de ne plus pouvoir porter secours à la population. Nous, on est obligés, même si le peur est dans le ventre, on n'a pas le choix. Du coup, il y avait les collègues qui étaient à Kahani, ils ont fait le tour. Les gendarmes, ils sont venus, mais aussi les gendarmes, ils sont partis aussi, puisqu'ils ont peur d'être caillassés, comme tous les jours. Oui. Et au final, on n'a pas pu faire des secours par rapport à ce que l'intervention était à Chiconi. Du coup, on est retourné, puisqu'il y avait aussi une maison qui était enflammée à Chiconi. C'était pour ça. Et puis, il y avait une agression aussi à Chiconi. C'était pour ça aussi, mais on n'a pas pu rien faire, puisqu'il n'y a pas de solution. En fait, on n'a pas pu passer pour y aller sécuriser les gens à cause des petites jeunes délinquants qui gênent la circulation, qui caillassent tout le monde, et puis ils barrent la route. Et c'est très compliqué pour nous. Les personnels demandent notamment des clôtures autour du dispensaire, l'armement des agents de sécurité et davantage de présence des forces de l'ordre, même si au-delà du dispensaire, c'est toute l'île qui fait face à la problématique d'insécurité. On a pensé même à dire à notre direction de fermer carrément le dispensaire de Kahani. Parce que là, notre direction a tout fait. On ne va pas dire qu'ils nous ont délaissés. C'est pas vrai parce que là, ils nous soutiennent. Au début, à Kahani, il n'y avait qu'un seul agent de sécurité. Ils ont fait l'effort de nous envoyer 3 à 4. Le matin, ils sont 4. Ils ont renforcé le portail d'entrée. Mais toujours le problème, il est là. Et là, on dit que là, le problème, c'est pas au CHM seulement. Il faut que la préfecture, le conseil départemental, la mairie de Ouangani, c'est pas un problème de CHM, c'est le problème de tous. Alors là, on dit à la préfecture de réagir, de nous aider, parce que nous, on est là pour soigner, mais on n'est pas là pour la guerre. Les personnels du dispensaire de Kahani ont aujourd'hui le sentiment de ne pas être entendus et d'être complètement livrés à eux-mêmes. Ils exigent sans plus attendre des mesures rapides et efficaces pour assurer la sécurité de tous. Et ce mardi 2 juin a sonné avec la réouverture des bars, des hôtels et des restaurants qui possèdent une terrasse. Un décret est paru le 1er juin dernier. Pour une reprise le lendemain, néanmoins, tous les établissements de l'île ne sont pas en mesure de réouvrir immédiatement en respectant les nouvelles normes liées à l'épidémie. Le syndicat local des bars, restaurants et hôtels, l'UMI, qui réunit aujourd'hui une 50aine de membres, a pu rencontrer le préfet hier pour envisager la suite. Je vous propose d'écouter l'un des représentants qui nous parle de cet entretien. Des notions sur le décret restaient assez diffuses et il nous fallait avoir des compléments d'information, à commencer par les terrasses.
J'entendais effectivement tout à l'heure l'interrogation du gérant du Moina, qui est tout à fait légitime. Est-ce que c'est une terrasse, est-ce que c'est pas une terrasse? Alors voilà, il y a une notion qui est assez vague. Tout le monde voit la définition de sa terrasse là où il le veut. Ouais. Donc on a demandé à la préfecture de nous confirmer effectivement, dans le cas de figure présent, qu'est-ce qui serait autorisé ou non. Il a été convenu qu'effectivement une terrasse pouvait tout à fait, bien évidemment, être ouverte ici, surtout que rester en plein air avec 40 degrés, le soleil sur la tête, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est accepté, mais il faut qu'il y ait à minima un grand pan de la terrasse qui soit ouvert, un côté plein qui soit ouvert, complètement au vent, avec une prise d'air extrêmement importante. Ils ont une commission avec des personnels scientifiques qui sont venus de haute volée. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Si vous avez un pan à minima ouvert, il n'y aura pas de souci, vous pouvez exercer votre profession dans des conditions sanitaires parfaitement acceptables. Tout autre sujet maintenant. Depuis cet après-midi, l'Assemblée nationale se transforme en commission d'enquête. Présidée par la députée Brigitte Bourguignon, cette dernière va étudier la façon dont le gouvernement a géré la crise, aussi bien sur le plan économique que sanitaire. Hormis la question des masques, elle va s'intéresser à l'accès tardif des Français aux tests. Il y aura également une analyse de la situation dans les hôpitaux et les EHPAD. Je vous propose de regarder ce sujet diffusé par nos confrères de TF1. Il faut avoir conscience que 80% des malades ont un gros rhume, une grosse grippe au maximum. En France, nous sommes extrêmement bien préparés. Voilà exactement le type de déclaration gouvernementale auquel va s'intéresser la commission d'enquête parlementaire. Les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Dès la mi-juin, des députés vont remettre en question les volets économiques et sanitaires de la crise avec une question: les bonnes décisions ont-elles été prises? Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Plusieurs changements de doctrine sur les masques notamment posent question. Un revirement expliqué par la suite par le Premier ministre. Dès le début, ce qui a motivé les choix que nous avons faits, notamment le fait de ne pas distribuer à tout le monde des masques, c'est la certitude que nous avions qu'il était impératif de garantir l'approvisionnement de masques chirurgicaux aux soignants dans la durée. Outre les masques, la commission d'enquête va également s'intéresser à l'accès tardif des Français aux tests. L'OMS a commencé à dire qu'il fallait tester de manière massive quelque part, de mémoire au mois d'avril. Et nous avons progressivement augmenté notre capacité de test. Une déclaration en décalage avec les recommandations de l'OMS un mois plus tôt. Une fois encore, le message clé, c'est test, test, test. Alors les chiffres annoncés, étaient-ils réalisables? 30 000 tests supplémentaires par jour au mois d'avril, 60 000 tests supplémentaires par jour au mois de mai et plus de 100 000 tests par jour au mois de juin. Enfin, la crise, notamment dans les hôpitaux et les EHPAD, sera décortiquée. L'objectif, ce n'est pas d'en faire un tribunal populaire, de viser la responsabilité judiciaire de tel ou tel ministre. Non, notre objectif, c'est la responsabilité politique, les défaillances, les dysfonctionnements, les failles qu'il y a eu dans le système. Une députée de la majorité, Brigitte Bourguignon, devrait présider cette commission. Ni Édouard Philippe, ni Agnès Buzyn, candidats au municipal, ne seront convoqués avant le 28 juin pour ne pas influer sur les élections. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec la baisse de l'activité économique à Mayotte ou encore la reprise des activités du CODAF. Au montage, Leslie Vionnet. Le comité opérationnel départemental antifraude reprend progressivement son travail de contrôle dans de nombreux secteurs d'activité. Les chantiers du BTP font notamment partie des secteurs prioritairement ciblés. Une première action de reprise a eu lieu jeudi 28 mai dans la matinée à Mamoudzou. 14 chantiers ont été visités à Doujani, Cavani et Mamoudzou Centre. 21 ouvriers n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et 11 d'entre eux étaient en situation irrégulière sur le territoire. Les employeurs des ouvriers concernés seront entendus et feront l'objet de poursuites. Ils seront passibles de redressement et de fortes amendes par la CSSM et l'Office française de l'immigration et de l'intégration. Le CODAF a également visité une menuiserie clandestine employant 7 ouvriers à la fabrication de meubles. Tous ces ouvriers étaient en situation irrégulière et certains étaient logés dans des conditions indignes. Le propriétaire de la menuiserie devra répondre de l'ensemble de ces infractions. Avec la crise sanitaire actuelle et le confinement, l'activité économique a diminué de 33%. Mayotte est également touchée, mais de manière moins significative que le reste du territoire national. L'activité a en effet baissé non pas de 33% mais de 18%. Selon l'INSEE, cet écart s'explique par la différence de la structure sectorielle mahoraise par rapport au reste de la France.
En effet, le secteur non marchand a 2 fois plus de poids dans le PIB de Mayotte que du pays. Néanmoins, l'Institut rappelle que l'économie mahoraise repose beaucoup sur des entreprises informelles qui représentent 2 entreprises sur 3. Les personnes travaillant de manière informelle ne sont pas incluses dans les dispositifs d'aide de l'État, comme le chômage partiel ou les fonds de solidarité, ce qui entraîne une chute de revenus. Un dispositif d'aide alimentaire a donc été déployé afin de pallier au manque de mesures pour ces entreprises informelles. 2 millions de bons alimentaires ont ainsi été attribués sur le territoire entre le mois d'avril et le mois de mai. La pandémie de Covid-19 a fait officiellement près de 380 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre dernier. Plus de 6 millions de cas ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas. Le continent africain n'est pas à l'abri et la pandémie y progresse très vite. 115 000 cas de Covid-19 ont été enregistrés pour 3 480 décès et 46 630 guérisons selon le Centre de contrôle des maladies de l'Union africaine. L'Afrique de l'Ouest, avec 30 000 personnes contaminées, est en train de devenir le second foyer de la pandémie après l'Afrique du Nord avec 35 400 cas. Pour l'instant, les mêmes réponses stratégiques se dessinent qu'avec le virus Ebola. Et justement, un drame n'arrivant jamais seul, de nouveaux cas d'Ebola ont été confirmés en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé a déclaré que 4 personnes étaient mortes du virus dans la ville de Mbandaka, à l'ouest du pays, qui compte environ 1 million d'habitants. Plus de 2000 personnes sont mortes de cette maladie depuis août 2018. Et environnement pour clore cette édition. Mardi 26 mai, les agents du parc naturel marin de Mayotte ont surpris un braconnier en pleine pêche au harpon dans la Passe en S, zone protégée où il est interdit de pêcher. Confiscation du matériel, remise à l'eau du produit de la pêche, amende dressée et rappel de la loi. Les mesures sont nombreuses et parfois drastiques pour endiguer la pêche illégale. Paul Arthur Invité est parti à la rencontre de la directrice adjointe du parc naturel marin pour en apprendre plus sur les actions menées. Reportage. Sensibilisation de la population, contrôle de la pêche, répression en cas d'infraction, les missions sont nombreuses pour le parc naturel marin qui fait son possible pour protéger au mieux le lagon de Mayotte. Des missions qui vont par pair. En effet, même en cas d'infraction, les agents du parc marin font leur possible pour sensibiliser les contrevenants. Le fil rouge en quelque sorte du parc marin, c'est toujours de travailler avec les 2 modules conjoints, la sensibilisation, l'éducation à l'environnement et, s'il le faut, la répression derrière, les missions de police. Donc à chaque fois qu'on intervient sur une infraction constatée, on fait aussi une action de sensibilisation et d'éducation. On explique le pourquoi de notre intervention, on rappelle la réglementation, on explique les bons gestes et lorsque c'est nécessaire, on sanctionne. C'est pas automatique, c'est pas systématique. Quand c'est une infraction flagrante comme la pêche au fusil dans le lagon qui a un impact immédiat sur la ressource, à ce moment-là, on fait une procédure et on sanctionne. À l'image de l'intervention du 26 mai, en effet, au cours de leur patrouille, les agents du parc naturel marin ont pu découvrir une pirogue accompagnée d'un chasseur sous-marin en plein milieu de la Passe en S, zone protégée de toute pêche. Les pêcheurs ont donc vu leur matériel et le produit de leur pêche confisqués par les agents. Les conséquences, elles sont assez sévères dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on leur confisque tout le produit de la pêche. Donc là, en l'occurrence, je ne me souviens plus combien de kilos il y avait, mais il y avait un nombre de prises assez important. Ça veut dire que ça faisait plusieurs heures qu'ils étaient dans le lagon et dans la Passe en train de pêcher. Donc tout ce produit de la pêche, il est détruit. Et la destruction, elle est devant leurs yeux, elle est effective par le fait de les remettre à l'eau. Toutes les prises mortes sont remises à l'eau, mortes ou vivantes, on remet tout à l'eau. C'est acté en procédure, c'est une destruction administrative. Une destruction administrative de 17 poissons, soit 9 kilos, accompagnée de la saisie de la pirogue des pêcheurs et du matériel de chasse sous-marine. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.